Donc, je suis Fanny Mraz, la directrice urgence de Handicap International. Et donc, je suis allée en mars pendant 3 semaines à peu près au Soudan et quelques jours au Kenya avant mon retour sur la partie est du Soudan, à Port-Soudan, à Oued Madani et à Khartoum. Alors, il y a des zones et des contextes très différents aujourd'hui au Soudan. Il y a encore des conflits très actifs, très sanguinaires, avec énormément de victimes, énormément de blessés, dans l'état du Darfour, dans l'état du Kordofan, dans l'état du Nil bleu. Et puis, il y a des zones où les combats se sont arrêtés il y a 1 an maintenant, voire plus d'1 an. Comme les zones où je suis allée. Donc je savais que les combats avaient pris fin et l'enjeu dans ces zones-là, c'est de redémarrer des services. Les structures publiques ont été complètement démunies de leurs ressources, de leurs équipements qui ont été pillés, les bâtiments ont été endommagés. Donc même si la guerre n'est plus présente avec des conflits actifs, l'impact de la guerre est encore là. La guerre empêche les gens de reprendre leur vie complètement et d'accéder à des services, et en l'occurrence pour nous des services de santé, de réadaptation physique particulièrement. Donc aujourd'hui on travaille sur Oued Madani dans l'état de Gézira. On devrait commencer à travailler très prochainement donc sur Khartoum, et puis on travaille dans l'état du Darfour. Donc là on est beaucoup plus en contact avec les populations qui ont été directement touchées par le conflit récent, et notamment sur la zone de Tawila en lien avec la prise de la ville d'El Fasher. Donc on intervient sur de la réadaptation physique d'urgence, donc sur les personnes blessées. Sur la logistique humanitaire, en appui aux autres acteurs humanitaires, donc avec des activités de stockage, de transport, ce qu'on appelle le last mile, donc aller au plus proche du conflit pour apporter de l'assistance humanitaire. Et puis on intervient aussi sur le secteur hygiène dans les centres de santé. On a fait aussi des distributions d'argent pour aider les populations affectées à acheter ce dont ils ont besoin en termes de besoins de base. La crise du Soudan a été déclarée par les Nations Unies en 2025 comme la plus grosse crise humanitaire de moment. C'est la plus grosse crise de déplacés avec 11 millions de personnes, 4 millions de réfugiés. Et les besoins sont immenses et couvrent tous les champs d'intervention possibles dans une réponse humanitaire. Donc en fait, il y a énormément de besoins. Il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui couvrent beaucoup d'activités différentes. Il y a des financements aujourd'hui qui sont insuffisants. Le plan de réponse humanitaire est financé pour 2026 aujourd'hui qu'à 16%, je le pense. Donc c'est bien assez insuffisant. Et nous, Handicap International, on est complètement dans le cœur de notre mandat, dans ce qu'on fait, puisqu'on est là à la fois pour répondre aux besoins de base des populations qui sont affectées, mais aussi à leurs besoins spécifiques. Quand on intervient sur de la réadaptation physique d'urgence, on intervient sur les besoins spécifiques des personnes qui ont été blessées, des personnes qui sont handicapées, qui ont perdu leur aide à la mobilité, qui se retrouvent à vivre dans un environnement complètement différent, qui n'est pas accessible, où l'accès aux services est encore plus compliqué. On peut parler de notre rôle sur l'action humanitaire inclusive qui est très spécifique à Handicap International, où on travaille avec les autres acteurs, on travaille avec toute l'architecture humanitaire au niveau des clusters, au niveau des working groups pour assurer que la réponse humanitaire est inclusive. Puisque dans ces cas-là, on le sait, les personnes handicapées, qu'elles aient été blessées, qu'elles soient handicapées de naissance, ont encore plus de mal à accéder aux services. Elles sont parties, parfois sans leur aide à la mobilité, ou alors elles sont parties avec, mais ces équipements ont ensuite besoin de maintenance, de réparation, qui ne seront pas disponibles. Le réseau communautaire qui normalement est là pour les appuyer n'est plus là, donc ça crée un niveau de dépendance plus important, avec un fort risque d'isolation. Et puis des difficultés aussi pour les personnes handicapées à retrouver un travail. Les activités génératrices de revenus sont souvent peu accessibles pour des personnes en situation de handicap. Et puis dans ce contexte, il y a très très peu d'informations, très très peu de données sur les personnes handicapées. Donc elles sont peu
présentes, peu visibles, et leurs besoins sont aujourd'hui sous-évalués et méconnus. Et puis AHI a aussi tout son rôle à jouer avec l'expertise d'Atlas Logistique, donc sur la logistique humanitaire, la logistique d'accès. Donc d'aider les acteurs humanitaires dans un contexte d'accès extrêmement difficile au niveau sécuritaire, mais aussi sur les conditions des routes, en saison sèche, en saison des pluies, et donc d'aider à amener l'assistance humanitaire au plus proche des besoins des populations, donc avec des activités de stockage et de transport. Alors Khartoum, ça m'a beaucoup impressionnée, puisque c'est une capitale, c'est une grande capitale qui est normalement très vivante. Donc j'ai traversé de long en large Khartoum sur les zones où on peut traverser, puisqu'il y a certaines rues qui sont aujourd'hui interdites, où il n'est pas possible de se déplacer. Mais c'est une ville encore aujourd'hui complètement vide. Donc l'ensemble des rues que j'ai vues, les bâtiments civils, les bâtiments publics sont endommagés, parfois très fortement endommagés, et il y a un risque de contamination énorme aujourd'hui. Le travail de déminage a commencé, hein, les autorités souhaitent retourner à Khartoum, souhaitent que les organisations retournent à Khartoum, et aussi la population civile, qu'elle puisse rentrer chez elle quand ça sera possible, puisqu'il y a un fort taux de contamination et de destruction dans toute la ville. Donc c'est assez impressionnant, ouais, de voir une grande ville comme ça, complètement vide, en partie détruite, très fortement endommagée, et avec des risques de contamination fortes, donc sans magasins, sans marché, pratiquement pas de voitures dans la ville, et pas de population non plus. Donc c'est assez impressionnant, et aujourd'hui c'est un très fort enjeu. C'est plus d'1,5 million de personnes qui sont parties de Khartoum au moment du conflit sur Khartoum. Donc c'est un très fort enjeu aujourd'hui pour le Soudan et pour nous, acteurs de l'action contre les mines. Sur les parkings, ça se situe au bord des routes, ça se situe dans les parcs, dans les champs. Il y a un endroit où on voit que ça a déjà été délimité avec des petits panneaux rouges « Attention mine » sur des parcs où les gens normalement traversent à pied. Donc des espaces qui sont utilisés dans la vie de tous les jours par les habitants de Khartoum normalement. Donc ça a commencé à être identifié dans certaines zones, mais il y a encore énormément de travail. C'est des dizaines d'années pour pouvoir arriver à retrouver une ville complètement sécure. Ça va aussi beaucoup dépendre des moyens, des financements disponibles pour ce type d'activité, puisque ça dépend de ces financements dépendra le nombre d'équipes de déminage qui peuvent intervenir à Khartoum. Et puis ensuite, il y a des besoins aussi sur d'autres zones au Soudan. Il n'y a pas uniquement Khartoum, hein, l'état de Gézira, Guédaref, les Kordofans, le Nil. Voilà. Il y a plein d'autres zones aujourd'hui qui sont avec un fort besoin de déminage. Oui, nous on s'inscrit dans cette stratégie de déminage avec les autres acteurs humanitaires de déminage et les autorités. Donc on déploiera le pack d'activités qu'on fait dans ce type de situation. Donc l'éducation aux risques sur les restes explosifs de guerre, l'assistance aux victimes et le déminage. J'ai visité 2 hôpitaux à Madani, l'hôpital pédiatrique, l'hôpital orthopédique, un centre de santé et un centre prothèse-orthèse d'une organisation nationale. Donc l'enjeu, c'est vraiment de redémarrer ces services, de remettre en état les bâtiments, les équipements qui ont été pillés, de leur refournir des aides à la mobilité pour les personnes blessées, les personnes handicapées. Les personnes que j'ai vues sont des personnes qui ont un fort besoin de réadaptation physique d'urgence liée à des traumatismes. Et aujourd'hui, les hôpitaux ne peuvent pas garder les personnes très longtemps. Il y a un taux de turnover sur les lits d'hôpitaux assez important.
Donc notre plus-value à nous, c'est de travailler avec ces hôpitaux-là et d'assurer que les personnes puissent continuer à venir en ambulatoire pour avoir un vrai suivi. Des personnes qui ont été brûlées, des brûlures graves, qui sont déchargées après quelques semaines uniquement, ont besoin d'un suivi encore important. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient besoin, pour pouvoir retrouver complètement leur mobilité, de pouvoir accéder à des services que Hachi va fournir en direct ou avec des partenaires de manière ambulatoire. Et puis j'ai vu des mamans avec leurs enfants malnutris. La malnutrition est extrêmement importante sur le Soudan. Il y a 2 zones en 2025 où la famine a été déclarée. Il y a 20 autres zones dans les Kordofans et dans le Darfour où il y a un risque de famine aujourd'hui. Donc c'est très présent. C'est un impact de la guerre parce que les personnes se déplacent dans des zones où il y a peu d'accès à la nourriture, où les personnes ont aussi peu d'accès à des services humanitaires, où cet accès est entravé par la sécurité, parfois par les conditions de la route, parfois par les conditions climatiques. On est sur un pays où il fait parfois très très chaud et très très sec, et où il pleut aussi beaucoup et où les routes ne sont parfois plus accessibles. Voilà, donc on rajoute là-dessus l'impact socio-économique quand on est déplacé, quand on n'a plus accès à un travail, quand on est beaucoup plus dépendant finalement de l'assistance humanitaire, du réseau communautaire que normalement. Donc j'ai aussi rencontré ces mamans qui ont des enfants malnutris et pour lesquels on fournit des conseils et un appui en thérapie de stimulation et qui aident à éviter des complications graves sur ces enfants entre 0 et 5 ans. La thérapie de stimulation, c'est lié à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qu'un enfant soit actif pendant un certain nombre d'heures dans une journée, ce qui n'est pas toujours fait. En fait, cette activité, pour l'enfant, elle est primordiale, elle l'est encore plus quand on est atteint de malnutrition. Donc cette activité, c'est vraiment d'appuyer les parents, les mamans souvent, pour faire bouger les enfants, pour les amener à être plus dynamiques, plus actifs. Et donc c'est fait avec des jeux, avec des interactions. Donc cette activité, c'est vraiment de le faire avec les parents et puis de leur donner des conseils, de leur donner des outils, des informations aussi sur papier pour qu'elles puissent continuer à le faire ensuite une fois alors dans l'hôpital et puis après de retour chez elles. En fait, cette thérapie, elle permet d'accélérer la guérison, de guérir plus vite de la malnutrition. Donc, selon l'état de l'enfant, ça empêche que l'état de malnutrition empire. Et comme c'est quelque chose avec lequel les parents peuvent retourner chez eux, dans leur maison, c'est quelque chose qu'elles peuvent continuer à faire au quotidien pour éviter qu'un enfant repasse sur un état de malnutrition aiguë sévère. Les défis qu'on a au Soudan, qui sont très spécifiques au Soudan, il y a les enjeux d'accès, qui existent aussi dans d'autres pays, mais c'est vrai que sur le Soudan, c'est particulièrement costaud. Donc l'accès administratif pour avoir des visas, pour avoir des autorisations de circuler, l'accès physique lié à l'insécurité, lié aux routes, à l'état des routes, lié au climat. Donc ça, c'est un enjeu spécifique sur le Soudan, c'est-à-dire que c'est un très grand pays et on est amené à aller travailler dans des zones qui sont très, très, très reculées, avec plusieurs heures de route, des routes qui sont en très mauvais état. Donc c'est à la fois un challenge pour les populations qui se déplacent sur ce même contexte et aussi pour l'assistance humanitaire pour réussir à accéder aux populations. Et ça reste quand même très, très particulier sur le Soudan. Les conditions de vie, les conditions de travail sont très, très difficiles dans un environnement donc, qui peut être très, très chaud, très sec et puis parfois très humide avec beaucoup, beaucoup de pluie. Ça demande une adaptation. Il y a l'arrivée de la saison des pluies qui va débuter très prochainement au Soudan. C'est très, très inquiétant pour nous de savoir comment est-ce qu'on va réussir à accéder à certaines zones qui sont aujourd'hui déjà très difficilement accessibles. Donc voilà, les conditions d'hygiène, les conditions de vie pour nos collègues sont très difficiles, pour nos collègues soudanais, pour les collègues internationaux qui interviennent aussi aujourd'hui au Soudan. L'environnement de travail est particulièrement difficile, particulièrement austère sur le Soudan par rapport à d'autres contextes. Ma visite au Soudan, elle
rebooste ma motivation dans le sens où, alors la situation est extrêmement dramatique, mais on est aussi là pour intervenir dans ces situations-là. Donc ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de continuer à participer à cette réponse humanitaire. Je pense qu'on doit y être. On y est aujourd'hui, on est présent avec des secteurs d'intervention qui sont pertinents. Handicap International, c'est la deuxième organisation qui fait de la réadaptation physique au Soudan. Il y a très très peu de services aujourd'hui, donc on est vraiment là pour remplir un secteur où il y a très très peu d'acteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la motivation qui a repris en voyant l'impact qu'a notre intervention humanitaire au Soudan. Aujourd'hui, au Soudan, donc, il y a des zones où les combats se sont arrêtés il y a plusieurs mois, voire plus d'un an aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de conflits actifs dans beaucoup de zones. Donc, les besoins sont toujours immenses. Il y a toujours énormément d'impact sur les populations. Et malheureusement, on ne voit pas de scénario positif à court terme aujourd'hui.